Bonjour à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter l'apport pour les banques et notamment pour les banques populaires de l'intelligence artificielle, je vais passer quelques slides sur IBP pour vous présenter IBP. Donc rassurez-vous, je vais être rapide. Donc IBP, en fait, ça signifie Informatique Banque Populaire. Et donc c'est une filiale des banques populaires qui s'occupe de gérer l'ensemble du système d'information des banques populaires. Donc IBP est une filiale des banques populaires qui font elles-mêmes partie du groupe BPCE, le groupe BPCE dont font partie aussi les caisses d'épargne. Donc IBP gère l'informatique de 11 banques populaires, donc ils sont répartis sur l'ensemble du territoire français, plus 3 filiales. Et IBP en quelques chiffres, donc c'est à peu près 800 collaborateurs qui sont répartis sur 6 sites. IBP gère à peu près 30 000 postes de travail, donc c'est les postes que vous voyez dans les agences au niveau des conseillers, et aussi les tablettes. Donc les conseillers sont de plus en plus équipés de tablettes, donc IBP gère à peu près 30 000 tablettes. Et donc tout ça réparti dans 2500 agences, et on sert aussi, on fait des applications pour les clients, pour à peu près 7 millions de clients. Donc maintenant on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, et sur ce slide je vais laisser la parole à Franck pour vous présenter en quelques mots l'intelligence artificielle. Ouais, alors je vais sans doute passer assez vite sur le slide parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites avant, en particulier le fait que l'intelligence artificielle peut être appliquée à un nombre assez important de cas d'usage. Donc au niveau d'IBP, en tout cas à Nantes, on utilise plutôt des techniques de machine learning pour l'instant pour adresser ces différents sujets. On ne s'intéresse pas du tout, encore une fois pour l'instant, à l'automatisation de process. À Nantes, c'est réalisé dans d'autres sites d'IBP, d'autres entités. Voilà, je vais plutôt me concentrer sur la partie à gauche qui comporte plusieurs exemples. Bon, la partie de chatbot, évidemment, je ne vais pas la développer puisque je ne pourrais pas faire mieux. Je vais plutôt me concentrer sur les cas, des cas qui sont développés et traités dans le domaine bancaire de manière générale. Une des problématiques, c'est l'anti-churn, c'est-à-dire éviter le départ de clients, ou plutôt détecter le plus tôt possible des clients qui potentiellement pourraient partir, afin d'engager des actions pour les retenir. Ça, je pense que c'est une préoccupation qui est partagée un peu par tout le monde autour de la table. Ça vient compléter le fait de conquérir de nouveaux clients, et aussi le fait de conserver ces clients. Si on va un peu plus bas, il y a l'action de segmentation dynamique, donc en opposition à la segmentation classique, on va dire statique, qui est faite en disant, voilà, je répartis mes clients en 10 catégories. Sur chacune de ces catégories, je vais engager des actions marketing uniques. Et puis, il se passera ce qui se passera. Ce qui se passe, c'est qu'on a un faible taux de conversion. Donc l'idée, c'est de personnaliser ou d'intégrer une dimension dynamique, c'est-à-dire de prendre en compte les comportements spécifiques de chaque client et non plus d'un groupe important de clients. En tout cas, c'est l'objectif. Et de passer à du marketing prédictif qui se rapproche un peu de conseils pour dire tel client possède tel portefeuille de produits ou de services. Eh bien, on peut lui proposer tel ou tel service complémentaire. Tout à l'heure, on parlait de proposer de l'assurance à quelqu'un qui a déjà des contrats de type crédit, par exemple. Une autre application, ça peut être le routage dynamique des emails, mais ça se rapproche de la présentation d'avant, c'est optimiser effectivement on se rapproche de la préqualification et éventuellement de mettre en place des systèmes de réponse automatique, donc par traitement automatique du langage. Et donc ça, c'est plutôt orienté sur les clients. Pour les applications à direction des collaborateurs ou des conseillers de clientèle, on peut imaginer la mise en place de moteurs de recherche intelligents et de foires aux questions dynamiques qui sont enrichis au fur et à mesure des questions et des réponses qui sont échangées entre les clients et les conseillers. Donc par la suite, on illustrera par deux cas d'usage. Mais je te laisse la parole pour le slide suivant. Avant de rentrer donc, dans le concret et de vous présenter quelques cas d'utilisation dans la banque, juste un premier slide de contexte. C'est peut-être un peu petit. Comme vous le savez tous, les taux sont extrêmement bas là, depuis quelques années, donc ça crée un contexte qui est un peu compliqué pour les banques, parce que la principale source de revenus des banques était la marge d'intérêt, se réduit du fait des taux bas.
Et c'est en plus exacerbé par un contexte réglementaire où les banques peuvent moins faire leur métier de base qui était de la transformation, donc c'est-à-dire prêter à long terme et emprunter à court terme. Donc on a un contexte qui est un peu plus compliqué sur les dernières années pour la banque, du fait de revenus qui sont un peu plus difficiles à obtenir que sur les années précédentes. Parallèlement à ça aussi, on a un changement des comportements. Donc là, j'apprends rien à personne, on est dans l'ère de la digitalisation. Donc le contexte est un peu contradictoire, c'est qu'on a des clients qui veulent de plus en plus avoir un conseiller qui soit disponible, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais à l'inverse, qui ne vont plus du tout dans les agences. Donc ça crée une complexité pour les banques qu'il faut savoir gérer. Et le dernier point donc, est plus lié donc, moins au contexte bancaire, mais à l'intelligence artificielle. On a eu des progrès grâce au GAFA sur les dernières années assez importants sur le big data. Alors même si ce n'est pas l'intelligence artificielle, ça y contribue, dans le sens où ça permet de traiter de gros volumes de données, des données disparates. Et en fait, la donnée, c'est vraiment la matière première qui va permettre de fonctionner à l'intelligence artificielle. On parlait du machine learning. C'est ce qui va permettre d'entraîner les modèles et d'avoir des modèles qui sont performants. Donc la conjonction de ces trois éléments fait que aujourd'hui, pour les banques, l'intelligence artificielle, c'est une vraie opportunité pour deux axes, selon moi. Soit réduire les coûts, donc on va le voir après comment, soit créer en fait des nouvelles sources de revenus et développer des nouveaux services. Donc le premier domaine d'application, c'est l'optimisation des process internes. Donc là, on va vraiment être dans une logique de réduction des coûts. Donc là, je vais citer quelques exemples. Donc le premier exemple, ça va être la gestion des mails. Donc en banque, les conseillers de clientèle reçoivent énormément de mails. Et donc l'intérêt de l'intelligence artificielle, ça va être de traiter ces mails, les prioriser, de manière à adresser aux conseillers de clientèle uniquement les mails réellement importants, voire quelquefois peut-être de répondre directement à certains mails. Donc là, il y a le Crédit Mutuel qui a pas mal communiqué dernièrement sur l'outil qu'ils ont mis en place. Donc il s'appuie sur la solution d'intelligence artificielle d'IBM qui s'appelle Watson. Donc Watson, c'est en fait l'outil qui avait gagné le fameux jeu Jeopardy, où il faut trouver la question qui permet de deviner la réponse. Et donc le Crédit Mutuel a annoncé qu'en utilisant cet outil, ils avaient vraiment réussi à libérer du temps commercial à leurs conseillers de clientèle, et ils annoncent une économie de 60 millions. Bon, après, voilà, c'est aussi un peu un discours qui était dans le cadre d'une communication financière, mais en tout cas, c'est intéressant de s'y attarder. L'autre cas d'usage, c'est... en fait, là, dans le premier cas d'usage, on était plus sur une relation sur le traitement des mails entre les mails qui étaient envoyés par le client et le conseiller de clientèle. Ce qu'on peut avoir aussi comme autre cas d'usage, c'est un robot advisor qui va aider directement le back-office. Donc là, j'ai cité un exemple. C'est en fait des banques, une banque singapourienne et une banque australienne qui vont utiliser pour leurs conseillers de gestion patrimoniale en fait, des robots qui vont analyser un grand nombre de données, voire des questionnaires qui sont remplis par des clients, et à partir de ça, ils vont construire en fait un plan de financement qui après va être optimisé par le conseiller de gestion patrimoniale, mais en tout cas, ça va permettre d'accélérer le processus et de proposer d'avoir une première ébauche qui va après être consolidée et pouvoir être présentée à un client. Et le dernier exemple, donc là qui est un exemple plus qui nous concerne nous les BP, donc on a une banque populaire qui est la BPAK qui a mis en place, non c'est la BP Go, pardon, la BP Grand Ouest, qui a mis en place en fait, on l'a fait avec elle, on a développé un algorithme qui permet d'analyser, de prédire en fait le nombre d'offres de crédit qui vont être générées par le service qui s'occupe des crédits. Et en fait, à partir de ça, à partir de cet algorithme qui prédit en fait le nombre d'offres qui vont être générées, ça permet de dimensionner le nombre d'employés et de répartir l'activité, de lisser l'activité au sein du service. Donc ça permet là aussi d'optimiser le process et de gagner en fait en productivité. Donc la deuxième thématique en fait de cas d'usage, donc c'est en fait tous les cas d'usage qui tournent autour du marketing. Donc par rapport à ça, le cas d'usage dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, c'est les chatbots. Donc là, j'en parlerai pas, mais effectivement, alors, je sais plus, je crois que c'est le premier intervenant qui disait ça, tout le monde veut son chatbot. Donc chaque chatbot a un nom particulier. Chez nous, il s'appelle Sam, mais bon, enfin, voilà, chez Orange qui a beaucoup communiqué, il s'appelle Jingo. Voilà, tout le monde a son chatbot. Qui, après des chatbots plus ou moins perfectionnés, avec plus ou moins d'intelligence artificielle derrière. Je vais directement passer sur le dernier point. En fait, il y a une banque américaine qui est la Wells Fargo, qui a aussi créé un chatbot sur son appli smartphone, mais elle va un petit peu plus loin.
Elle utilise en fait des algorithmes prédictifs, et avec ces algorithmes prédictifs, elle va prédire comment va évoluer le solde du client, pour essayer de détecter si pendant le mois, le solde va passer dans les négatifs. Et à ce moment-là, si elle pressent que ça va arriver, elle va proposer au client de faire un virement pour éviter qu'il tombe à découvert et donc qu'il se prenne des agios. Et comme ça, ils proposent un certain nombre de... ils vont aller plus ou moins vers l'intelligence artificielle et proposer un certain nombre de services, aux clients. Et je donnerai un dernier exemple sur la partie marketing. Donc là, c'est une banque populaire, la BPAK, qui a développé en fait en utilisant en fait les facturettes des petits terminaux qu'il y a chez les commerçants, un système qui analyse en fait l'ensemble des paiements qui sont réalisés par les commerçants, et à partir de ça, elle propose à l'artisan, enfin donc au commerçant, une stratégie marketing pour fidéliser son client. Donc en analysant l'ensemble de ces données, elle est capable de sortir une stratégie marketing, et après le conseiller peut prendre contact avec le professionnel pour lui proposer soit sous forme de reporting une visualisation d'une cartographie de sa clientèle, soit d'aller plus loin et carrément construire avec lui une stratégie marketing. Et dernier grand cas d'usage, qui est important pour nous les banques, donc sur le deuxième cas d'usage, on était plutôt sur une stratégie de créer en fait de la valeur, créer des nouveaux services. Là, sur le dernier cas d'usage, on va être plutôt sur une stratégie d'évitement de coûts. Donc c'est éviter les fraudes qui arrivent, auxquelles on est un peu sujet dans la banque, et aussi éviter les amendes qu'on pourrait avoir dans le cadre de la non-conformité, parce que dans les banques aussi, on a besoin, on parlait de données tout à l'heure, mais d'appliquer un certain nombre de règles de conformité. Donc là-dessus, je vais passer la parole à Franck, qui va vous présenter deux cas d'usage qu'on a développés donc, chez IBP au niveau de la fraude et de la conformité. Donc les deux cas d'usage qu'on va vous présenter font partie de la famille risque et conformité. Donc le premier, donc risque, le sujet, c'est comment détecter des remises de chèques potentiellement frauduleuses. Alors c'est toujours un sujet qui peut faire sourire, dans le sens où on entend partout que le chèque c'est terminé. Malheureusement, ça n'est pas terminé, donc si ce n'est pas terminé, il y a des fraudes sur les chèques. Donc il y a un sujet à traiter. En haut de la diapo, on va d'abord se concentrer sur la présentation d'une typologie de fraude, qui est celle qui consiste à ouvrir un compte, ensuite à réaliser un dépôt de chèque peu de temps après l'ouverture du compte. Pour fluidifier l'expérience client, le montant déposé est crédité quasi immédiatement sur le compte du client, et malheureusement, certains clients fraudeurs réalisent un virement vers d'autres comptes avant que le chèque ne revienne en impayé. Donc ça, voilà pour un exemple de fraude. Pour contrer ce type de fraude, il y a déjà des contrôles qui ont été mis en place, avec lesquels on est capable de détecter environ 20% des tentatives de fraude en montant. Alors ces contrôles sont réalisés sous forme de règles qui sont implémentées par le métier en s'appuyant sur l'expérience des fraudes passées. Le but de l'étude, ça a été de se dire qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme détection supplémentaire en utilisant un modèle de machine learning. Alors, en combinant plusieurs modèles, et non pas en appliquant des modèles standards tout seuls, on peut arriver jusqu'à, en tout cas dans la configuration qu'on a étudiée, jusqu'à détecter 80% des montants fraudés. Donc on a vraiment un gain significatif. Alors c'est 80% au maximum, parce qu'en fait, du point de vue de l'intégration du modèle de machine learning dans le système opérationnel, le modèle va estimer que certaines remises sont frauduleuses, mais comme ça a été précisé dans la première conférence, il n'y a pas de décision automatique par le modèle. Le modèle fournit une information à un conseiller qui, lui, doit analyser un certain nombre de remises de chèques. Et plus il y a de remises de chèques à contrôler, plus ça coûte cher à la banque. Donc il faut mettre ce coût en relation avec le gain espéré sur la fraude. Donc c'est 80% au maximum. Si la banque souhaite faire un peu moins de contrôle, potentiellement elle gagnera un peu moins, mais on sera toujours largement au-delà de 20%. Donc en résumé, l'apport du modèle de machine learning dans ce cas-là, c'est un gain significatif en termes de détection de la fraude, et vraiment de manière vraiment significative. L'autre point à retenir, c'est qu'il faut, pour sortir du modèle théorique, mettre ça en rapport avec le coût de mise en place du modèle, pour simplifier. Donc le deuxième cas d'usage est plutôt du type conformité. Les conseillers de clientèle
pendant un entretien, remplissent des comptes rendus d'entretien, et on doit s'assurer que ces commentaires sont conformes à la réglementation, donc ne contiennent pas de commentaires ou de sens litigieux. Donc aujourd'hui, la loi qui est en vigueur, c'est la loi informatique et liberté, qui sera remplacée très très bientôt par le règlement général sur la protection des données. Je ne vais pas m'appesantir parce que je crois que on en parle aussi on en parle dans la présentation suivante. Ce qu'il faut retenir, c'est que les contraintes deviennent beaucoup plus importantes et que le volet sanction est également beaucoup plus important. Pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, la sanction maximum, on va dire, c'est quelques centaines de milliers d'euros, et encore au maximum. Demain, la sanction financière maximale, c'est 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Je ne parle pas du bénéfice, mais du chiffre d'affaires. Donc on change d'échelle complètement sur le volet sanctions. Donc juste pour illustrer, les commentaires ne doivent pas contenir de données dites sensibles, au sens de la CNIL, donc pas de mention d'origine raciale ou ethnique, d'opinion politique ou religieuse, d'appartenance syndicale, santé. Il ne doit pas non plus y avoir de jugement de valeur sur les finances ou le comportement du client. Enfin, on a vraiment un volet de contraintes très fortes. Donc on a déjà une solution existante qui est très simple mais qui est heureusement facile à mettre en place. C'est de détecter des mots dits interdits, donc en rapport avec le caractère sensible vu avant. Et si un commentaire contient un de ces mots, le commentaire est écarté et on demande, le commentaire est effacé d'ailleurs. L'avantage de cette démarche, c'est qu'elle est très simple à mettre en place. L'inconvénient, c'est qu'un commentaire peut être litigieux par son sens sans contenir un des mots dits interdits. Et l'autre point qui est un désavantage, c'est qu'on a un taux de faux positif important, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de commentaires qui sont identifiés comme étant litigieux, parce qu'un mot interdit, un mot dit interdit, suivant le contexte, peut ne pas être litigieux. L'exemple qu'on prend souvent, c'est le mot hôpital. On n'a pas le droit de dire qu'un client est à l'hôpital, mais on a le droit de dire qu'un client travaille à l'hôpital. Pour illustrer un peu la difficulté de se restreindre à une liste de mots interdits. Donc là encore, la proposition, c'est de mettre en place un modèle de type machine learning pour renforcer, ou pour améliorer plutôt, les résultats de cette détection. Donc là, je vais passer les détails techniques. En gros, c'est la même démarche qu'auparavant. On n'a pas utilisé de modèle standard, mais on a combiné plusieurs modèles, sans aller jusqu'au deep learning. Donc on reste dans du machine learning classique, mais par contre en combinant plusieurs approches. Et au niveau des résultats, là encore, on a un résultat qui est amélioré de manière significative. On détecte plus de 60% des commentaires litigieux, alors qu'ils ne contiennent pas de mots interdits. Donc c'est des commentaires qui seraient passés à travers la solution actuelle. Et on améliore également nettement le taux de faux positifs, puisqu'on est à environ 80% avec la solution existante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 8 commentaires sur 10 qui sont remontés comme litigieux alors qu'ils ne le sont pas. Et avec la solution de type machine learning, on tombe à un peu plus de 20%. Donc sur ces aspects-là, on est en phase de test avec des banques pilotes, avant généralisation sur l'ensemble des banques. Alors, sur l'intelligence artificielle, on voit deux grands enjeux. Le premier, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est la donnée. J'ai eu la chance là récemment d'aller au Web Summit, un peu on va dire le Davos des geeks, et dans toutes les conférences, à chaque fois j'entendais le mot data. C'est vrai que c'est vraiment la data, c'est ce qui va permettre de faire de la bonne IA. Si on n'a pas de données, on ne sera pas capable de faire de la bonne IA, parce que la donnée, c'est vraiment ce qui permet d'entraîner les modèles et de rendre les modèles performants. Donc, côté banque, on a quand même une chance par rapport à ça, c'est qu'on dispose d'énormément de données, donc on a un vrai gisement pour développer des nouveaux services. Tout en respectant, bien sûr, les données de nos clients. Donc, on va le réévoquer tout à l'heure, mais il y a le fameux RGPD là, qui va prolonger un peu les recommandations que nous faisait la CNIL jusqu'à présent. Donc c'est vraiment important qu'on développe des modèles, mais tout en respectant en fait les données que nous confient les clients. Et là-dessus, les banques aussi ont une vraie, je pense, carte à jouer pour cultiver la relation de confiance qu'on peut avoir avec les clients et surtout pas mal utiliser les données de nos clients et les utiliser à bon escient.
Donc ça me semble vraiment fondamental. Et le deuxième point qui me semble aussi fondamental, qu'on a un peu évoqué, c'est de ne pas oublier l'humain, parce que l'intelligence artificielle, comme on l'a vu, elle fonctionne quand même pas très bien. Il faut plutôt la considérer comme une aide pour l'humain. Quelque chose qui va permettre d'être plus efficace. Voilà. Et s'il n'y a pas une bonne symbiose entre les deux, ça ne fonctionnera pas bien. Mais pour que ça fonctionne et pour que cette symbiose, elle prenne, ce qui me semble aussi important, c'est de former nos collaborateurs et donc de les acculturer à l'intelligence artificielle, déjà pour démystifier un peu ça, expliquer ce que c'est réellement et aussi leur permettre de monter en compétences. Et donc là, j'ai un exemple, donc là aussi qui est un peu corporate, mais c'est donc le groupe BPCE dont on fait partie qui a lancé dans son plan stratégique Tech 2020 un grand plan de formation de l'ensemble des collaborateurs justement pour les faire monter en compétences, donc globalement sur un peu tout le digital, mais notamment sur cette partie aussi intelligence artificielle. Et le dernier point en fait lié à l'humain, parfois en fait les modèles fournissent des résultats qu'on ne comprend pas. En fait, on va mettre des données dans un modèle. Alors nous, on ne l'a pas encore trop fait parce qu'on n'a pas fait beaucoup de deep learning, mais sur le deep learning, des fois, on va mettre des données dans un modèle, on va obtenir un résultat qui marche super bien, et on ne va pas comprendre pourquoi. Et donc ça peut être un peu frustrant, et ça peut aussi générer du rejet, c'est-à-dire qu'on va se dire, non, ce modèle, comme on ne comprend pas, on ne va pas l'utiliser. Et donc, par rapport à ça, il y a un exemple qui a été développé dans le groupe qui nous semble intéressant. Donc, c'est une API qui a été développée par la direction des risques chez BPCE, qui s'appelle Scope Rules, et qui permet, en analysant ce que fait le modèle, d'arriver à le traduire en règles de gestion, en règles compréhensibles. Alors, en fait, ils ont fait ça parce que pour lutter en fait contre de la fraude en fait sur les virements, le modèle ne fonctionnait pas assez vite. Donc ils ont traduit le modèle en règles de gestion qu'ils ont pu implémenter dans un logiciel qui était capable de fonctionner très rapidement sur de l'ordre de la milliseconde pour être capable de bloquer des virements. Et donc en faisant ça, cette API qu'ils ont développée a un double intérêt. Pour nous concrètement, c'est que ça permet de renseigner le moteur de règles, mais ça permet aussi d'expliquer le modèle et quelque part de le rendre plus facile pour se l'approprier par les utilisateurs. Donc pour conclure la présentation, comme je l'ai un peu expliqué, on voit que la data pour l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de fondamental. Et en fait, on a passé les 2 dernières années, nous, à monter une data factory chez IBP, donc une partie de l'entreprise qui est constituée de petites équipes agiles et qui travaillent vraiment sur la data, qui collectent de la donnée. Donc aujourd'hui, on commence à collecter pas mal de données, mais le grand challenge là, pour les années qui viennent, ça va être de faire fructifier ces données, les valoriser et de passer... ce que j'ai appelé une data factory à une cognitive factory. Alors le terme n'est pas de moi, ça vient du président du Crédit Mutuel qui a utilisé ce terme-là, mais je trouvais ça assez vrai, c'est comment arriver à valoriser la donnée voilà, pour transformer l'essai quelque part de toute la collecte qu'on a pu faire sur les dernières années. Et le dernier point que je voulais mentionner aussi, c'est, on le voit, l'intelligence artificielle c'est très vaste, on n'arrivera pas à traiter tous les pans de l'intelligence artificielle, donc il faut vraiment qu'on fonctionne avec le petit écosystème des fintech à côté de nous, qui est très agile, qui va très vite et qui a plein d'idées. Donc nous on a des idées mais on n'aura pas forcément toutes les idées, donc arriver à fonctionner en symbiose avec eux, ça me semble aussi quelque chose d'essentiel pour être performant en fait sur ce domaine-là.